Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Claire Iselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Ugdonum, le musée gallo-romain de Lyon, qui est géré par la métropole en cette année un peu particulière parce que ce sera le cinquantenaire. Vous avez prévu une année tout feu tout flamme? Oui, on a prévu une belle année festive. Alors, le musée a été inauguré le 15 novembre 1975. Donc, à partir de l'automne, on a prévu des petits moments festifs, une programmation qu'on est en train de concocter vraiment pour tous les publics. Et puis, il y aura deux événements déjà que je peux vous dévoiler. Parce que vous L'inauguration n'avez pas de... encore dévoilé toute la programmation de cette Non, année anniversaire. je vous en garde un peu quand même. En fait, il faudra venir la consulter sur notre site internet, en prendre connaissance à partir du mois de juin de cette année. On pourra vous la dévoiler. Mais il y a déjà deux grands événements dont je peux vous parler, sur lesquels on travaille depuis pas mal de temps. Donc une exposition qui sera la prochaine, donc qui traitera de l'art et du patrimoine en écho aux missions d'un musée de nos jours. L'art et le patrimoine chez les Romains, cette fois-ci il y a 2000 ans. C'est-à-dire comment ils concevaient l'art, est-ce qu'ils s'occupaient de leur patrimoine comme nous on le fait de nos jours. Est-ce qu'il y avait un musée Est-ce qu'il y avait des l'Ugdonum il y a musées 2000 ans? Voilà, on va poser toutes ces questions et on va tenter d'y répondre. Et puis par ailleurs, il y aura de très belles œuvres en fait, qui seront exposées, je tiens à le dire, pour ces 50 ans. Et puis par ailleurs, on va aussi proposer en fait, à l'ensemble des habitants en fait, de la métropole un très beau parcours de visite des sites archéologiques, des sites antiques et des sites du début du Moyen-Âge en fait, dont on a la gestion. Le plus célèbre, c'est le site des théâtres antiques qui est accolé au musée, puisque c'est un ensemble, un musée de sites. Mais on a aussi beaucoup de petits vestiges, des petites pépites qui ne sont pas forcément connues de tous. On a des thermes antiques, on peut voir comment on rentrait dans les bains antiques en fait, à l'époque romaine. On a également des lieux de vie, un aqueduc notamment, la gestion de l'eau qui est traitée à travers cette question. On a des lieux d'habitat, on a des églises, on a des nécropoles. Et donc tous ces monuments en fait, vont être valorisés par un mobilier pédagogique. En fait, il y a des petites aires de jeu aussi pour enfants qui permettront de se projeter via un système immersif et une web app dans le Lyon du IIe siècle. C'est-à-dire que si vous mettez votre téléphone, par exemple, devant les vestiges actuels du théâtre de Fourvière, qui est encore très incomplet, il n'a plus son mur de scène, il n'a pas tous ses gradins, vous allez vous rendre compte qu'il était gigantesque, que le mur de scène faisait 30 mètres de haut, qu'il était entièrement décoré, que les gradins montaient très haut et qu'on pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Donc ça, sur une tablette, sur un téléphone, on pourra le regarder en se promenant dans le site avec un QR code. Exactement. Ou éventuellement des lunettes même. Alors on l'a envisagé pour le site, donc accompagné sous forme de visite guidée, on pourra le faire également, vraiment vous projeter et être dans l'immersion et mieux comprendre comment la ville de Lugdunum, qu'on a modélisée intégralement en 3 dimensions, fonctionnait au IIe siècle, plus particulièrement de notre art, parce que c'est l'époque où elle est la plus développée. Donc on va l'accompagner aussi d'un petit jeu de géocaching, c'est un jeu de petite enquête gratuit aussi, sous la forme d'une appli avec l'Egnolu, qui permettra de se promener dans un très beau parcours avec des points de vue, avec la découverte de sites, de répondre à une enquête et puis à la fin de gagner une petite récompense à l'issue de ce parcours. En 50 ans, quelle place a pris ce musée dans les sites gallo-romains qu'on peut avoir en France? Alors c'est un musée, oui, qui est né à partir des années... Alors il a émergé dans les années 70, mais en fait c'est un projet qui remonte finalement à la foudre des théâtres antiques depuis les années 30 à Lyon, avec un souhait assez tôt en fait, de concevoir un musée qui était vu comme un musée de la civilisation gallo-romaine au sens large. Alors c'est un des musées, je dirais, parmi en fait, les premiers qui a commencé en fait, à traiter de ce thème avec cette modernité d'architecture des années 70. Donc une vision déjà de l'accueil du public qui avait évolué depuis. On fait partie d'un réseau de musées plus ou moins anciens, des musées de sites, c'est sa particularité. Et on est interagi aussi bien avec les musées en fait, lyonnais qu'avec des musées récemment sortis de terre, comme Narbovia, par exemple, à Narbonne, ou le musée de la Romanité à Nîmes. C'est encore le musée gallo-romain le plus visité de France. Alors, presque. Le site Alors, le site, oui, avec 1 million de personnes qui le traversent chaque année. Donc ça, c'est quand même un beau succès. C'est un site qui est ouvert au public, c'est aussi un parc. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr découvrir les vestiges, assister en fait, à un atelier culinaire ou de la lecture ou une visite guidée. En fait, mais on peut aussi le traverser pour le plaisir en fait, de déambuler, se promener, faire son jogging, ou des événements importants comme les Nuits de Fourvière, le Festival romain en fait, qu'on organise chaque année au mois d'octobre. C'est un site très vivant en réalité, associé à ce musée qui a vu sa fréquentation finalement plus que doubler depuis 2015. Alors, il y a une architecture aussi en spirale qui est très moderne, qui est remarquable. Est-ce que c'est un musée qui a bien vieilli?
Est-ce que c'est pas un peu compliqué de faire revivre des vieilles pierres? Alors, c'est une architecture qui vieillit plutôt bien, parce qu'en fait, elle a été conçue pour offrir justement cette immersion dont vous parlez. On descend une rampe et en fait, on rentre dans une espèce de bulle spatio-temporelle. Il y a 2 fenêtres qui ouvrent sur le site. Je pense que maintenant, nos missions dans les prochaines années, sur un temps long, ça va être de rénover en fait cet ensemble, musée et site, de revoir en fait le parcours d'exposition permanente, les besoins du public, hein, tout ce qui est confort aussi du public, à la fois sur le site et au musée, y installer un café, y installer une vraie salle de conférence, une vraie salle d'exposition temporaire, là, et faire vivre ce musée en fait au XXIe siècle, avec ses atouts actuels et en même temps les évolutions nécessaires à faire entrer finalement beaucoup plus d'accessibilité, je pense, dans le parcours permanent. On est en train d'y travailler. Vous êtes à la direction du musée depuis 6 ans. Votre apport, c'est d'amener quelque chose de plus populaire avec des Legos, avec un festival romain qui est vivant, avec des acteurs sur un week-end. Alors, je conçois le musée comme un service public éducatif. Et ce que je trouve intéressant avec voilà, un bel outil comme celui-là, c'est d'essayer d'atteindre le public le plus large possible. Et donc de venir finalement comme on est au musée, à tout âge, toute origine, toute forme en fait, de culture en fait, que l'on peut avoir. On vient comme on est. Et notre but, en fait, c'est de transmettre finalement des connaissances, des émotions, un moment partagé, à travers, je dirais souvent, les 5 sens. C'est-à-dire qu'on va faire des expositions, une programmation, une animation en fait, du site qui va permettre d'aborder via le toucher, le jeu, via l'olfactif. Par exemple, dans notre exposition actuelle, Un empire des peuples, on peut sentir des épices qui étaient en fait commercées à travers tout l'Empire romain. On peut aussi visualiser, c'est-à-dire que dans une exposition comme Un empire des peuples, on a par exemple dessiné les personnages qui racontent leur histoire multiculturelle à travers l'Empire et qui se sont côtoyés à Lyon. On a mis beaucoup de couleurs, en fait. On a fait en sorte que les textes soient faciles à comprendre, beaucoup d'infographies. On travaille toujours à chaque fois avec un comité scientifique constitué en fait d'universitaires, de spécialistes, mais on fait en sorte que quand on vulgarise en fait ces connaissances, elles soient le plus compréhensibles en fait possible. Et ça participe au succès du musée, 169 000 visiteurs, ce qui est un record l'année dernière. On va revoir des expositions en Lego, on va revoir un festival romain. Alors on va revoir un festival romain en 2026 parce qu'on va beaucoup se concentrer sur les 50 ans du musée cette année. Et puis on envisage en fait d'autres thématiques d'exposition qui vont venir, qui sont souvent en lien avec des questions sociétales. La question, on est un musée d'histoire et de société, je pense aussi, encore plus que d'archéologie. Donc on traitera d'une multitude de sujets aussi, comme la restitution en fait en archéologie. Peut-être aussi on envisage une exposition sur la communication politique, voilà, dans les prochaines années, qui font toujours ce lien passé-présent. Un mot sur l'exposition qu'on peut voir actuellement jusqu'au 1er juin, Un empire des peuples. Vous êtes parti de personnages existants que vous avez trouvés un peu dans vos vestiges et pour inventer, romancer leur histoire. Oui, on a la chance d'avoir à peu près 900 inscriptions latines dans nos collections. Ils peuvent paraître des monuments un peu secs comme ça, mais qui racontent l'histoire de personnages. Donc, ce sont des inscriptions funéraires, un peu comme nos pierres tombales. Donc on en a sélectionné 6, 3 hommes, 3 femmes, qui ont existé, réellement existé. Et on a imaginé en fait leur histoire avec un conteur, avec une illustratrice. Donc il y a des petites cabines sonores, on peut écouter leur histoire. Et ces personnages en fait ont vécu dans l'Empire, avec des mobilités sociales, géographiques très différentes. On peut avoir effectivement un artisan verrier qui vient de Carthage, donc en Afrique du Nord, en Tunisie actuelle. On a aussi un personnage qui est en fait un commerçant qui vient de Syrie. On a également l'épouse d'un soldat romain qui vient de Germanie. On a un notable gaulois qui vient de Saintes, qui a financé à Lyon la construction de l'amphithéâtre des Trois Gaules, sur la Croix-Rousse. Et on voit comment ces différents personnages, notamment aussi une esclave en fait, Cyrilla, qui a été achetée par un soldat romain en Turquie, donc dans la partie grecque, un peu culture grecque en fait de l'Empire, ont coexisté et ont vécu dans cet empire avec, qui laissait en fait quand même aux populations une certaine forme d'autonomie et de reconnaissance en fait de leur culture, en les laissant pratiquer notamment leur culte, leur langue d'origine, voilà, ou pratiquer aussi leurs droits, tout en tolérant un petit peu ce mode de faire et en même temps maintenant une unité à travers la reconnaissance de l'empereur. avec des esclaves qui ont à leur tour des esclaves. C'est le cas de Cyrilla. Il y aura une conférence à ce sujet. Oui, il y aura une conférence parce qu'effectivement, ces esclaves peuvent, dans certaines conditions, être affranchis,
C'est-à-dire qu'ils vont gagner une certaine forme de liberté, transmettre un héritage. Ils dépendent encore un peu de leur maître, mais souvent, parce qu'ils en fait, obtiennent ce statut, ils prennent eux-mêmes des esclaves que potentiellement ils pourront affranchir ensuite. Juste un mot pour finir. On sait que la métropole qui dirige le musée, enfin qui finance le musée, a dû faire des économies dans le budget culturel. Vous avez fait partie des établissements qui ont dû faire des sacrifices. Les solutions que vous avez trouvées, c'est quoi? C'est notamment de passer en biennale le Festival romain? Oui, passer en biennale le Festival romain, parce qu'on a déjà une belle année pour les 50 ans. Donc on retrouvera une belle édition. Et on va travailler aussi sur peut-être un format un peu différent en fait, sur 2026. L'avantage, c'est que ça nous laisse le temps d'y travailler. Et puis, on a bien sûr, en fait, moi, je me suis concentrée sur le maintien de nos missions en fait, essentielles pour un musée de site, la conservation des collections, des vestiges. Il faut qu'on puisse les transmettre aux générations futures. Et bien sûr, toujours cette politique en fait, d'accessibilité pour tous, dans et hors les murs. Claire Hiselin, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.